Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans Filière Sport, votre émission mensuelle sur Sport en France, 100% dédiée au sport éco. Le thème abordé aujourd'hui, le sport dans les entreprises. Et au sommaire de cette émission, un état des lieux de la pratique du sport dans nos entreprises, un sujet dont s'est emparé le ministère des Sports dans le cadre de l'objectif affiché par le gouvernement, 3 millions de sportifs supplémentaires à l'horizon 2022. Nous parlerons également du phénomène vélo à assistance électrique. En constante progression depuis quelques années, il s'installe dans nos villes et nos campagnes. Nous mettrons également en lumière les dangers de ces vélos électriques fabriqués à la maison. Nos invités présents sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Bonjour. Stéphane Solinski, vous êtes directeur général de l'entreprise Sport 2000. Et Michel Rota, directeur général de l'entreprise Wellness Training. Merci d'être avec nous. Première partie de cette émission, c'est l'heure de Money Time. Nous allons donc parler de la place du sport dans les entreprises françaises. Voici un état des lieux que vous allez découvrir à l'infographie, à l'antenne. 82% des entreprises ne proposent pas d'activité physique et sportive à leurs salariés. Bonjour Madame la Ministre, merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, 2019 a été une année très très riche dans votre ministère avec des grands chantiers. Quels sont ces chantiers ? Celui qu'on a fait aboutir cette année, puisque moi je suis ministre depuis un an, c'est suite à la concertation menée par Laura Flessel avant, qui a permis de passer à une structure, j'allais dire, du modèle sportif différente, qui permet de passer d'une action verticale de la part de l'État à une action beaucoup plus partenariale. Nous avons créé l'Agence nationale du sport où l'idée pour l'État aujourd'hui c'est d'accompagner les initiatives des territoires, des régions, des départements, des municipalités, mais également toutes les actions du mouvement sportif. Et nouveauté, nous avons intégré à la gouvernance du sport les entreprises qui ont 10% des droits de vote au sein de cette agence. Et c'est un modèle structurel qui va nous permettre et qui nous a déjà permis d'avancer sur des sujets, par exemple comme le sport santé cette année, où nous avons repéré ce qui se passe déjà sur les territoires en termes de sport sur ordonnance et nous l'avons élevé à l'échelle d'une politique nationale. Et nous comptons aussi avancer beaucoup cette année en partenariat avec le ministre et le ministère de l'Éducation nationale sur le sport à l'école et le parcours sportif tout au long de la vie. Stéphane Solinski, vous êtes directeur général de l'entreprise Sport 2000. Merci d'être avec nous. Alors vous menez une politique d'incitation auprès de vos salariés. Alors ce sont les salariés du siège, pas les magasins. Nous allons tout de suite découvrir un reportage qui a été réalisé. On a suivi vos salariés. Ils ont participé à une course de Noël. On essaye d'aller un peu chercher les gens pour leur faire découvrir ce qu'on peut faire dans le sport à toutes les échelles. Et ça permet aussi justement que l'entreprise, par le biais du sport, par le biais de l'hygiène de vie, se motive à faire toutes ces choses-là. C'est important, ça fédère les gens. Et puis quand on rentre chez Sport 2000, on a envie de faire du sport. Donc c'est normal de répondre à la demande des collaborateurs sur ce point. Et puis on est en meilleure santé, je pense. Avant les fêtes de Noël, c'est pas mal. Franchement, une super ambiance, donc c'était vraiment super. C'est une course qu'on refera et le faire tous ensemble avec les collègues, c'est vraiment sympa. Moi qui n'étais pas très sportive à la base, j'ai commencé il y a un an à courir avec les collègues et franchement, c'est super sympa. Alors, ils ont l'air plutôt satisfaits de leur expérience. Pourquoi est-ce que vous menez cette politique et qu'est-ce que vous attendez au travers de cette politique en tant que chef d'entreprise ? Alors, je dirais que deux choses principales. D'abord, en tant qu'acteur du sport en France, on est la troisième enseigne de sport sur le marché français. C'est vrai qu'on a un rôle à jouer qui dépasse celui de la commercialisation de biens d'articles de sport. Voilà, donc tout ce qui est la promotion du sport et des valeurs du sport nous intéresse, c'est la première motivation. La seconde, c'est en tant que directeur général d'une entreprise, d'une PME lambda, qui est confrontée un certain nombre de contraintes pratiques pour aider ses salariés à faire du sport, qui les a surmontées et qui est extrêmement content aujourd'hui de voir plus de la moitié de la masse salariale de l'entreprise, de ses collaborateurs, qui soit se sont remis au sport, soit se sont mis tout simplement au sport, comme l'illustrent les témoignages qu'on vient de voir. Donc c'est cette double motivation qui fait que les salariés que vous venez de voir de l'entreprise vivent un peu la mission de l'entreprise et en même temps en profitent
c'est vrai que c'est une chance de pouvoir animer le projet dans ce cadre. Mais est-ce que vous pensez que ça a des résultats sur les résultats économiques de votre entreprise, par exemple ? Alors, il ne m'appartient pas de déterminer quels sont les résultats économiques. Et je pense qu'il y a pas mal d'études extrêmement techniques qui ont été faites sur la question. Il y a aussi toute une série d'observations qui sont faites sur les traumatismes liés au travail, comment le sport pouvait les adoucir. Bon, moi, je dirais, je vais m'en tenir à un sujet qui doit faire la synthèse entre les différents partenaires de l'entreprise, que ce soit le CE, le salarié ou la direction. C'est que finalement, quand on fait du sport, on est mieux dans son corps. Bon, tout le monde est d'accord là-dessus. Quand on est mieux dans son corps, on est mieux dans sa tête. Et la mission d'un chef d'entreprise, c'est de créer les conditions du bien-être au travail, tout simplement. Parce que ça profite aux salariés, mais aussi ça profite à l'entreprise. De là à en mesurer la productivité, je n'irai pas jusqu'à là. Une fois encore, je m'en remets aux études. Le meilleur indicateur, pour répondre précisément à votre question, est parfaitement illustré par le reportage qu'on vient de voir. C'est la capacité du projet à vivre seul, à vivre de manière autonome, indépendamment de la direction. Aujourd'hui, ce projet est complètement habité, porté par les salariés, et je crois que ça, finalement, c'était l'objectif qu'on poursuivait. Michel Rotin, vous dirigez la société Wellness Training. Merci d'être avec nous. Vous accompagnez, vous, les entreprises dans cette démarche en leur proposant des services pour que les salariés puissent faire du sport. Quels sont, selon vous, les bienfaits du sport pour les salariés ? Mon critère quand j'arrive dans une entreprise, c'est essayer de faire basculer le temps que les gens passent assis à un temps qu'ils vont passer debout, d'avoir un rééquilibrage dans ce sens-là. C'est très important pour nous parce qu'en fait, on sait que l'activité physique a des effets bénéfiques. Et ce que je peux récupérer moi au quotidien, c'est qu'en fait, directement, le mental, et on l'a vu, le sourire était quand même présent sur les lèvres de tout le monde. Donc, le mental, il gagne. Deuxièmement, vous avez la partie sommeil, qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a un impact important sur la capacité de récupération des gens. Donc, le sommeil, c'est le deuxième facteur sur lequel on peut voir donc un bénéfice. Et puis, après, dans le quotidien, eh bien, effectivement, si les gens sont plus excusez-moi, sont un peu plus actifs, au quotidien, les gens vont être mieux à ramener les courses, monter les escaliers, s'amuser avec les enfants. Donc en fait, ils vont avoir un bénéfice immédiat de tonus musculaire. Et donc, vous voyez vraiment l'avant-après ? En fait, quand vous arrivez dans une entreprise, vous proposez vos services, ils utilisent vos services, je ne sais pas, il peut se passer 6 mois, 1 an. Vous voyez vraiment un avant-après dans l'entreprise ? Ah, clairement. Enfin, la cible sur laquelle je travaille, enfin la cible, c'est ce que je peux récupérer, ce sont des gens sédentaires au départ. Je ne parle pas du sportif qui s'entraîne 3 fois par semaine, je parle de personnes qui ne s'est pas entraîné qui n'a pas bougé depuis 15 ans pour des questions de vie, à savoir j'ai des enfants, je commence à travailler, et j'habite loin. Donc on prend des gens qui n'ont pas bougé depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, le fait de faire les 5 minutes ou 10 minutes de plus par jour va changer considérablement l'équilibre de vie de la personne. Donc oui, on le voit et on le voit très vite. Alors Madame la Ministre, c'est officiel, depuis le 12 décembre, le sport n'est plus considéré comme un avantage en nature. Alors pour expliquer un petit peu à nos téléspectateurs, jusqu'ici une entreprise qui proposait des activités sportives à ses salariés était sujette à payer des cotisations, les salariés en payaient également, car l'activité était considérée comme un avantage en nature. Une situation qui a donné lieu à des litiges, celui entre Adidas et l'URSSAF, l'organisme chargé de collecter les cotisations sociales. En 2016, l'URSSAF avait estimé que les salles de sport que Adidas mettait à disposition de ses salariés étaient un avantage en nature. L'entreprise l'a contesté et la justice n'a toujours pas statué. Ça fait 3 ans. Cette nouvelle devrait donc mettre un terme à cette histoire. Mais c'est quand même quelque chose qui paraît assez logique. Si on veut développer la pratique du sport, il faut enlever ces freins-là. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une mesure de bon sens ? Évidemment, nous, on se réjouit de pouvoir évidemment actionner tous les temps de la vie pour proposer aux citoyens français, aux Français, ce bien-être dont vous avez parlé, physique, mental. Et on est ravis, en fait, que de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de chefs d'entreprise et de plus en plus aussi de sociétés ou de fédérations s'engagent pour justement venir coacher, venir accompagner cette pratique sportive sur le temps de travail ou entre l'intermède, entre midi et 2 ou juste après le travail. Parce que dans la vie d'aujourd'hui, c'est difficile pour nous tous d'organiser nos temps de vie entre les enfants, les courses, le travail, les transports. Et plus on arrivera à être en synergie ensemble et discuter de ces problématiques dans une dynamique d'effectivement d'aller chercher encore plus de pratiquants et de les éduquer à la pratique sportive parmi le gisement que sont les entreprises. Il y a 25 millions de salariés en France.
Moi, mon objectif, le président de la République, il m'a dit, ce serait bien qu'en 2024, tu aies plus 3 millions de pratiquants supplémentaires. Aujourd'hui, on compte nos pratiquants qu'à l'intérieur des fédérations. Il y a 15 millions de pratiquants dans les fédés. En fait, c'est quasiment, pour la majeure partie, des enfants, des adolescents. Les adultes, aujourd'hui, et encore moins les seniors, ils ne pratiquent pas dans les associations sportives. Donc plus on ira les chercher, plus on arrivera à proposer ce service en collaboration avec les patrons des entreprises, avec les syndicats, avec les comités d'entreprise. Évidemment, moi, je remplirai mon objectif même largement, mais surtout, ce sera pour le bien-être des Français et surtout pour la politique de santé publique que je ne suis évidemment pas la seule à porter puisqu'elle est portée par la ministre de la Santé. Et ce qu'on veut, c'est vraiment lutter contre la sédentarité. Et la sédentarité, c'est pas juste être sur son canapé à regarder la télé, c'est aussi travailler assis toute la journée et ne pas pouvoir bouger, si ce n'est sur les transports qu'on fait entre le domicile et le travail. Et on veut aussi agir pour que ces transports-là puissent aussi se faire avec des mobilités douces comme le vélo, comme la marche à pied, pourquoi pas la course. À partir du moment où les entreprises vont être en capacité, par exemple, de proposer, de construire des douches, des vestiaires à l'intérieur de l'entreprise, on mettra aussi à profit tous ces trajets utile en fait et indispensable pour pouvoir pratiquer. Et nous, notre rôle, je crois, c'est comme vous l'avez dit, de libérer en fait cette pratique sportive, d'enlever la contrainte aujourd'hui et de ne pas pénaliser les entreprises à partir du moment où elles veulent mettre ce système en place. Et la mesure que vous venez de citer, effectivement, c'est déjà une belle avancée. Elle est inscrite aujourd'hui dans la loi. Est-ce que vous pensez que ça va suffire ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres freins à lever? Par exemple, dans le plan gouvernemental, on parle des conciergeries sportives, on parle d'un label entreprise sportive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Bien sûr, on aimerait effectivement que ce sujet du bien-être, du sport dans l'entreprise, à terme, devienne un sujet de discussion interprofessionnelle entre les branches, entre les salariés et les patrons. Évidemment, ce serait l'aboutissement, ce serait que ce soit eux qui le discutent et qu'ils puissent en fait le faire valoir. On a aussi envie effectivement de mettre en place des conciergeries sportives dans l'idée de mutualiser les moyens ou l'espace, la proximité, de valoriser le fait, par exemple, qu'il y ait des associations sportives à proximité des entreprises et qu'on arrive à créer le lien pour que des coachs sportifs puissent intervenir plus facilement pour proposer cette activité aux salariés. Et une manière aussi de cartographier, de valoriser, comme j'ai eu l'occasion de le faire l'année dernière avec Sport 2000 pour leur remettre un prix, puisque l'année dernière, c'était les plus forts, ceux qui proposaient le plus de sport en entreprise. Maintenant, ils sont descendus à la troisième place. Je crois, hein. Il y a de la concurrence. Mais c'est pas grave. Mais on va revenir bientôt. C'est ce que m'ont dit vos salariés. Donc c'est un peu ça, c'est jouer aussi sur cette concurrence, sur cette cartographie des acteurs avec une labellisation qui permettrait de se positionner, d'avoir une espèce de notation, j'allais dire, qui fait le mieux, puisqu'après tout, on est le sport, c'est la compétition. Stéphane Solinski, quel type de frein est-ce que vous avez rencontré quand vous avez mis en place cette politique? Est-ce que vous avez rencontré des freins? Alors oui, on a rencontré des freins, d'autant qu'une fois encore, s'il y a beaucoup de croyants quant à l'intérêt du sport en entreprise, on voit qu'il y a beaucoup moins de pratiquants, on l'avait vu. Et alors, les non-pratiquants, c'est quoi? C'est pas tellement les grandes entreprises qui ont des grands moyens et des structures souvent ad hoc pour s'occuper du sport, c'est souvent les PME. Donc nous, on était vraiment représentatifs de ça. Alors quel frein? Le premier, c'est l'impulsion. Aujourd'hui, le sport en entreprise a le même statut, quand vous parlez avec votre comité d'entreprise, que les œuvres sociales. Hein, donc un peu la même chose que finalement, le sapin de Noël de fin d'année. Donc déjà, pour créer l'intérêt, pour un peu dramatiser le sujet, pour que chacun s'en empare et prenne conscience, il y a un premier frein qu'on a rencontré. Et là, d'une manière extrêmement claire, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai décidé de faire un sondage auprès des salariés pour investiguer sur l'intérêt qui était le leur par rapport au sport et puis savoir si ils avaient des sports qu'ils souhaitaient pouvoir pratiquer. Ça, c'est le premier. Deuxième point, c'est la peur et les a priori. Par manque d'information, souvent, ou par manque d'accès à l'information, on a peur que ça coûte cher, on a peur qu'il y ait des risques, on ne connaît pas le contexte réglementaire, ce qui freine l'action. En général, on dit, écoutez, on a tellement d'autres travail à faire sur le développement, sur la trésorerie ou sur quoi que ce soit, vous mettez le sport de côté, vous passez à autre chose. Donc ça, c'est un frein. J'en ai un troisième, c'est la multitude des opérateurs qui interviennent sur le marché. Alors vous en faites partie. Mais alors là, c'est une nébuleuse d'intervenants dont vous savez pas... On ne sait pas à qui s'adresser? On ne sait pas à qui on a affaire. Ah. Aussi, puisque c'est un marché qui émerge, et il y a toute une série aussi d'acteurs opportunistes qu'il serait bon
de pouvoir qualifier pour des gens qui veulent se lancer dans le sport. Et le dernier point, c'est les contraintes pratiques qu'évoquait Madame la Ministre. C'est vrai que tout simplement, quand il n'y a pas de douche, il n'y a pas de sport. Voilà. Du coup, vous avez construit des douches chez Sport 2000 ? Oui, on a construit des douches chez Sport 2000. On a dédié une salle de réunion pour pouvoir faire des cours. Et tout ça fonctionne. Nous, on n'avait pas le moyen de faire une salle de sport avec des équipements, etc. Donc, on a trouvé les solutions en écoutant, en participant, en se renseignant. Mais j'imagine bien que toutes les entreprises n'ont pas le temps à consacrer à ça. Donc, le message, moi, que je lance, c'est comment lever les freins que je viens de décrire, qui sont des freins pratico-pratiques et qui passent beaucoup par l'information et par la communication, tout simplement. Alors, les freins à la mise en place des activités physiques et sportives, on découvre certains chiffres à l'antenne. Alors, quand on sonde les patrons, ils nous disent 34%, ce sont les locaux de l'entreprise qui ne sont pas adaptés. 19%, on n'a pas de ressources humaines. 16%, le contexte économique ou social. Michel Rota, vous qui vous adressez à ces entreprises, est-ce que ce sont globalement les raisons que vous invoquent les chefs d'entreprise quand ils vous rencontrent ? En fait, le premier frein que l'on rencontre, nous, c'est le manque d'espace. On parlait donc de vestiaires et de douches, c'est la première des choses. Que vous fassiez une salle de fitness ou pas, que vous emmeniez les gens courir dans un parc à côté, ce qu'il faut, c'est une douche. Donc c'est la première chose. Et je pense que si on évolue dans ce sens-là, ça ira déjà très bien. Maintenant, c'est vrai que si je dois donner un seul ratio, quand j'ai une entreprise, parce que j'ai plutôt des grosses entreprises qui représentent à peu près 1000 salariés aujourd'hui, je vais avoir 300 utilisateurs. 300 utilisateurs, ça représente 300 mètres carrés. Donc on voit tout de suite la nécessité d'avoir de l'espace. Donc c'est le premier frein. Mais toutes les entreprises n'ont pas, n'ont pas un nombre de mètres carrés qui permet de construire une salle de sport. Comment vous faites dans ces cas-là ? En fait, je serais tenté de dire que je n'ai pas trop ce problème, parce qu'en fait, aujourd'hui, on construit entre 15 et 20 salles par an, entre 300 mètres et 1000 mètres carrés. Donc, au final, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises font des choix. Et elles font des choix parce que les salariés l'exigent également. Un salarié aujourd'hui qui est un jeune entrant, qui veut entrer dans une entreprise, elle va regarder effectivement le salaire, le job, la mission qu'on va lui octroyer, mais également les conditions dans lesquelles on va le faire travailler. Et donc à entreprise égale, une entreprise qui va mettre à disposition une conciergerie, un fitness et autres, sera choisie par les jeunes talents plutôt que d'autres. Donc je serais tenté de dire que, alors c'est peut-être pour mon cas de figure, mais 50% de mes clients, ce sont des foncières. Et pour attirer donc des locataires, elles mettent en place ce paquet, ce bouquet de services. Donc je n'ai pas ce problème-là, mais ça reste un problème dans la mesure où je n'arrive pas à capter avoir mes 300 mètres carrés pour capter mon 30% de personnes. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est l'investissement. Effectivement. Ça coûte cher. Ça coûte un prix quand même. Nous, on met en place du matériel des hommes salariés de chez nous. Donc effectivement, ça a un coût. Et je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, s'il y a deux choses à mettre en place pour essayer donc de valoriser l'investissement que font les entreprises, aujourd'hui elles le font par conviction, elles le font par envie, eh bien c'est déjà donc d'harmoniser une certaine TVA, en fait, les aider en disant OK, vous investissez dans le sport, dans la santé, on va essayer donc d'avoir une TVA qui est adaptée. Je pense que ce serait une première question. Et le deuxième, ce serait peut-être un bonus-malus pour notamment au travers des mutuelles, pour dire vous mettez en place un programme, il y a peut-être quelque chose. Il y a une concertation à avoir, et je reviens sur effectivement une sorte de norme pour essayer donc de réguler un peu les acteurs qui interviennent sur ce métier. Ça serait pas mal. Alors on a un autre constat, 96% des entreprises sont des TPE, c'est-à-dire que le nombre de salariés évolue entre 1 et 9 salariés, et on va découvrir des chiffres qui montrent clairement qu'il y a un déséquilibre entre les petites et les grandes entreprises en ce qui concerne l'accès au sport. 16,90% des TPE proposent du sport à leurs salariés. Madame la ministre, quelles sont les solutions pour amener le sport dans les TPE? On rappelle, ça représente vraiment 96% des entreprises en France et qu'il n'y a que 17% qui amènent le sport dans l'entreprise. Oui, mais d'ailleurs, même sur la totalité des entreprises, il n'y a finalement que 18% des entreprises qui font pratiquer et qui s'engagent dans la démarche qu'on évoque ici. Donc il y a énormément de progrès à faire. Moi, je pense que la volonté, elle est là. Hein. Il faut juste qu'on arrive à trouver des solutions de mutualisation. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, d'équipements qu'on peut construire à l'intérieur des entreprises, à l'initiative des entreprises. Il y a aussi des possibilités pour peut-être utiliser aussi des gymnases municipaux qui existent à proximité, entre midi et 2. Ça se fait déjà, hein, beaucoup. Mais arriver à vraiment mutualiser l'utilisation de ces équipements, peut-être qu'après le travail, il suffit de voir au niveau de la réglementation
façon comment ça peut se mettre en place, mais il y a des associations qui pourraient venir dans les équipements qui seraient à l'intérieur des entreprises. Donc, je crois qu'il y a vraiment, c'est ça en fait, l'utilité, on est vraiment dans le concret de ce qu'on a initié cette année en termes de structuration du modèle sportif avec l'Agence nationale du sport et notre nouvelle collaboration. C'est que tout ce qui se dit là sur le plateau, en fait, il y a des réunions de travail où on peut en discuter, et puis c'est eux qui viennent nous demander des choses, et nous, on va faire bouger des choses réglementaires, on va les mettre plus en relation plus facilement avec le mouvement sportif. Moi, je crois que la volonté, elle est là, hein. Vous l'avez dit, il n'y a pas à chercher à comment motiver les chefs d'entreprise à proposer plus de sport. Il y a juste à faciliter en fait, l'accès au sport et l'accès à un coach sportif. Et comme vous l'avez bien fait à Sport 2000, faire aussi parler plus de cette thématique-là dans l'entreprise, faire des bilans, des évaluations. Voilà, ce que vous faites là dans l'entreprise, on a aussi l'ambition de le faire à l'école pour les plus jeunes, donc essayer d'agir avant le monde professionnel pour qu'il y ait encore plus de sport à l'école et dans le parcours en fait, scolaire et universitaire. Et c'est aussi ce qui va inciter après les futurs salariés à, comme vous l'avez dit, venir demander et en fait en faire une condition pour pouvoir intégrer telle ou telle entreprise. Extrêmement rapidement, du coup, ça laisse un potentiel de business énorme. Disons que oui, en fait, moi depuis, j'ai monté ma boîte. C'est moi l'heureux. Mais si on fait les calculs, là, il y a quand même un marché à aller conquérir qui est énorme. Aujourd'hui, ça fait 13 ans que j'ai monté cette société. Depuis 6 ans, j'ai vu un vrai tournant où j'ai une croissance à 2 chiffres. J'emploie 20 nouveaux employés par an dans ce secteur-là. Ça va peut-être donner des idées à des entrepreneurs qui nous regardent. Oui, mais bien sûr, mais je crois ou à Sport 2000 qui va se diversifier peut-être. Mais aujourd'hui, le marché, moi je l'évalue à peu près j'ai évalué à peu près à 60 € par salarié par an que l'entreprise pourrait investir pour développer ce programme-là. Vous multipliez par les 25 millions de salariés que l'on a en France, ça donne des perspectives. Ça fait juste pour rebondir un peu, parce que c'est vrai que nous, on a un profil beaucoup plus petit d'entreprise que celles qui sont parmi vos clients. Nous, le coût, c'est à peu près 10 € par salarié par mois. Le coût du dispositif qui est financé par Sport 2000. Vous êtes 110 salariés, donc ça fait 1110 €, c'est très 20 000 € par an. C'est très peu de choses. Enfin, c'est très peu de choses par rapport à l'agrément que ça procure aux gens et au collectif. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve pour la seconde partie. On va parler mobilité et on va parler vélo électrique. À tout de suite. Et nous allons parler de vélo dans cette seconde partie. Vélo à assistance électrique, véritable succès depuis quelques années. 340 000 unités ont été vendues en 2018. C'était une augmentation de 20% par rapport à 2017 qui elle-même était une année record. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Moucheboeuf de l'Union Sport et Cycle. Olivier, bonjour. Alors, on va rappeler à nos téléspectateurs, l'Union Sport et Cycle, c'est une organisation qui représente les patrons des entreprises du sport en France. La tendance du succès du vélo électrique est inéluctable. Comment est-ce qu'on explique cet essor ? Bonjour à tous. Effectivement, le marché du vélo électrique est en plein essor, vous l'avez dit. Ça représente déjà 13% du marché en volume. C'est considérable, 40% en valeur, et la tendance est très très forte puisqu'on estime qu'on ira jusqu'à 1 million d'unités en 2025. À titre d'information, le marché européen aujourd'hui, c'est 2 700 000 vélos électriques vendus chaque année. Est-ce que la France compte des entreprises un peu à la pointe dans ce domaine ? Oui, bien sûr, un certain nombre. Il faut savoir que sur les 340 000 vélos que vous avez évoqués, plus de 60% sont produits sur le territoire français. Et en termes d'innovation, les marques françaises sont à la pointe puisque on parle beaucoup d'intégration des batteries, des moteurs, etc. La connectivité aussi également. Les entreprises, elles sont également soucieuses de leur empreinte écologique puisqu'elles ont mis en place une filière de recyclage des batteries qui marche très bien d'ailleurs. On parle de plusieurs dizaines de tonnes. Et on a également différents niveaux de qualité chez ces constructeurs. On a des marques premium, des marques plus mass market. Mais dans tous les cas, on a un grand gage de qualité puisque ces vélos répondent à des normes draconiennes, des normes européennes. Et sont produites en France. Voilà. Madame la ministre, vous vous réjouissez de voir que le vélo électrique est en plein essor ? Oui, bien sûr, parce que c'est un super moyen pour inciter les personnes qui ne font pas de sport à se mettre au sport. Ça rend l'effort plus accessible, plus facile.
Et en fait, c'est un bon moyen, je pense, pour après passer au vrai vélo, j'allais dire, ou à la course à pied, ou à d'autres sports qui demandent, qui fatiguent un peu plus que le vélo électrique, même si je sais que le vélo électrique... On reconnaît la sportive qui parle quand même. Ouais, pour l'instant, je ne m'y suis pas encore mise. Je reste au vélo classique, mais oui, évidemment, c'est, je pense, beaucoup de personnes qui ne faisaient pas d'activité physique qui s'y sont mises grâce à ça. Est-ce que le gouvernement soutient l'essor du vélo électrique ? Aujourd'hui, on a un forfait mobilité qui existait déjà, mais que nous avons doublé aujourd'hui et dont les entreprises peuvent s'emparer pour proposer une prise en charge pour les salariés des transports qu'ils font entre le domicile et le travail, soit en covoiturage, soit justement avec des mobilités douces comme le vélo ou la marche à pied qui ne demande pas de frais. Mais effectivement, tout ce qui engendre des frais pour les salariés, il y a la possibilité aujourd'hui pour les employeurs de prendre en charge forfaitairement avec un avantage du coup qu'elles peuvent récupérer par ailleurs. Olivier Moucheboeuf, quel est le prix moyen aujourd'hui d'un vélo à assistance électrique ? Alors, le prix moyen de 1 585 € à l'année. En 2018, effectivement, ça paraît élevé, mais il faut bien comprendre que c'est le prix de la qualité aussi. Dans les 10 dernières années, on avait accès à des prix encore plus bas, mais la qualité n'était vraiment pas au rendez-vous. Et puis aussi, il faut voir qu'il y a une nouvelle dynamique économique, puisqu'on va de plus en plus vers l'économie de partage. Et de nouveaux acteurs proposent des vélos électriques en location mensuelle, et c'est donc beaucoup plus accessible. Alors, du coup, il y a peut-être un rapport entre le prix et ce qu'on va décrire, parce qu'il y a quelques acteurs qui mettent en vente des kits en fait, qu'on peut rajouter à des vélos traditionnels, et ça fait un vélo électrique. Sauf que je crois que ce n'est pas l'idéal. Non, effectivement, ce n'est pas l'idéal, et l'Union souhaitait alerter les consommateurs sur ce phénomène, qui est un phénomène nouveau et qui est un phénomène alléchant, comme vous l'avez dit, parce que ça permet de se faire un vélo électrique pour pas cher. Mais comme on l'a pu le voir pour les trottinettes électriques récemment, ces produits arrivent rapidement sur le marché sans aucun cadre légal. Alors le problème, c'est qu'aucun fabricant de vélo ne valide, n'agrée ce genre de kit. La structure du vélo fabriqué n'est pas du tout prévue pour la jonction de ce genre d'équipement. Et qui vend ça alors ? Eh bien, n'importe quel acteur privé se permet de... C'est pas encadré, quoi ? C'est pas encadré du tout, et ça pose de grandes questions en termes de sécurité des personnes. Pourquoi ? Parce que dès lors que vous modifiez un vélo, faut savoir que la plupart du temps, il va beaucoup plus vite et il est beaucoup plus puissant qu'un vélo électrique normal, enfin normé. Et donc vous n'êtes plus sur un vélo électrique, mais vous êtes sur un cyclomoteur non homologué. Ça veut dire que ça devient un scooter. Ça devient un scooter. C'est la réglementation des cyclomoteurs. Et donc, vous devez être rassuré. Et en cas d'accident, vous n'êtes pas couvert. Alors, l'objectif annoncé de 1 million de vélos assistance électrique vendus en 2025, vous y croyez ? C'est faisable ? Absolument, c'est faisable. Il y a un vrai engouement des Français pour le vélo électrique. On le voit bien. Je rebondis sur ce que disait Madame la Ministre. Aujourd'hui, la majeure partie des vélos électriques sont utilisés dans un cadre de loisirs, mais on voit poindre aussi l'activité sportive, le VTT, le vélo de course, maintenant devient électrique aussi, et ça dynamise énormément le marché. Eh bien, c'est la fin de ce second numéro de Filière Sport. Merci Madame la Ministre d'avoir accepté notre invitation. Merci Olivier Moucheboeuf d'être venu sur ce plateau. On se retrouve le mois prochain avec une nouvelle thématique, de nouveaux invités. En attendant, restez bien sur Sport en France.